Voici l'essentiel sur la gestion des urgences liées à la chaleur en milieu de travail. Vous savez, le manuel de secourisme de la CNST nous rappelle qu'un effort physique dans un environnement chaud et humide, ça peut vite surcharger le thermostat naturel de notre corps et créer des situations critiques qui exigent d'agir tout de suite. Premièrement, il faut vraiment savoir différencier les symptômes. C'est crucial de repérer les premiers signes d'épuisement comme une grosse transpiration, des crampes ou des nausées pour agir avant que ça dégénère en ce redoutable coup de chaleur. Ça, c'est une urgence vitale et on le reconnaît à une peau très chaude, sèche, sans aucune sueur et souvent par une altération de la conscience. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait si la personne est consciente ? Le protocole médical 12 est très clair là-dessus. Faut immédiatement la déplacer au frais, lui enlever les vêtements en trop et faire chuter sa température. L'idéal, c'est d'appliquer des blocs réfrigérants sous les aisselles ou l'aine, tout en lui faisant boire de l'eau par petites gorgées. Troisième mois, face à une personne inconsciente, la règle d'or est stricte. On ne lui donne absolument rien par la bouche. On la place plutôt en position latérale de sécurité s'il n'y a pas de traumatisme suspecté et on procède au même refroidissement actif d'urgence en attendant les secours. En résumé, abaisser la température corporelle de la victime le plus vite possible est la clé absolue pour éviter des lésions irréversibles. Alors pour bien maîtriser ces gestes vitaux, je vous invite à écouter la suite avec notre épisode complet sur ce sujet qui suit à l'instant. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette toute nouvelle exploration en profondo. Salut à tous. C'est toujours un immense plaisir de se retrouver pour plonger vraiment au cœur d'un document précis, de l'analyser et d'en extraire la substance en fait. Absolument. Et je dois dire que les documents qui reposent sur notre table d'analyse aujourd'hui proviennent d'une source on ne peut plus officielle. Ouais. Officiel et, pour être tout à fait franc, littéralement vital. C'est le mot. Donc pour ceux et celles qui nous écoutent, il s'agit de la 9e édition du manuel de secourisme en milieu de travail. Un ouvrage publié en 2022 par la CNSST. Voilà, la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. C'est un acronyme qu'on connaît bien. Bref, la référence incontournable. Et c'est un ouvrage qui est massif, incroyablement détaillé. Il sert vraiment de pont entre les premiers soins sur les lieux d'un accident et l'arrivée des services préhospitaliers d'urgence. Et notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer un chapitre très précis, le chapitre 12. Le fameux chapitre sur le problème lié à la chaleur. Exactement. Et plus particulièrement le protocole médical 12 qui s'y rattache. L'objectif de cette analyse, c'est vraiment de comprendre ce qui se passe quand le corps humain surchauffe au travail. Ouais, comment reconnaître les signes cliniques critiques. Et surtout d'identifier les gestes exacts qui peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Bon, décortiquons un peu tout ça parce que... Faut dire qu'on a souvent tendance à minimiser l'impact de la chaleur. Ah, totalement. On se dit souvent qu'un simple coup de chaleur, c'est juste un gros coup de fatigue. Genre, il suffit de s'asseoir 5 minutes à l'ombre... Avec un bon verre d'eau fraîche et c'est reparti. Sauf que la réalité médicale que nous dévoile ce manuel de la CNSST est bien plus dramatique que ça. Ce n'est pas qu'une simple fatigue estivale. Non, c'est une véritable urgence vitale où le thermostat interne du corps se brise. Littéralement. C'est ça qui est fascinant et terrifiant à la fois. La perception commune d'un soi-disant coup de chaud est à des années-lumière de la définition clinique stricte du manuel. Pour bien saisir la gravité de l'urgence, je pense qu'il faut se pencher d'abord sur la base de la machine humaine. Le concept de la thermorégulation. Exact. Le corps humain, c'est une machine d'une précision incroyable. Sa programmation exige le maintien d'une température interne constante. Toujours autour de 37 degrés Celsius ? Oui. Et si on utilise une analogie pour notre auditoire, on peut imaginer le corps comme une immense tour de bureau. Une tour équipée d'un système de climatisation interne extrêmement sophistiqué. C'est exactement ça. Quand tout fonctionne bien, l'équilibre entre la chaleur produite par l'activité interne et la chaleur évacuée vers l'extérieur est parfait. Le thermostat central surveille continuellement les moindres variations. Donc le système de refroidissement tourne en arrière-plan en permanence. Sans qu'on s'en rende compte ? Mais que se passe-t-il concrètement quand ce système fait face à une surcharge ? Admettons que la température ambiante grimpe en flèche à l'extérieur. Aucune personne commence à fournir un effort physique particulièrement intense. Et là, le manuel explique que le corps va déclencher des mécanismes de défense immédiats. Pour éviter la surchauffe. Mais à quoi ça ressemble de l'intérieur, ces mécanismes ? Il y a 2 lignes de défense principales décrites dans le texte. La première, j'imagine que c'est la transpiration. Tout à fait. C'est la plus évidente, la production de sueur. L'objectif de l'organisme, c'est d'amener de l'eau à la surface de la peau. Parce que lorsque cette eau s'évapore au contact de l'air, Elle emporte avec elle une quantité massive de chaleur corporelle. c'est un simple principe physique de refroidissement par évaporation. Exactement. Et la deuxième ligne de défense, c'est la vasodilatation. Ah oui, les vaisseaux sanguins.
ceux situés juste sous la peau s'élargissent considérablement. Pour que le sang qui transporte la chaleur accumulée au cœur des organes soit pompé vers la surface. Voilà, il se refroidit au contact de l'air ambiant. C'est pour ça qu'on a souvent le visage tout rouge quand on fait un gros effort physique. Le sang afflue vers la périphérie pour chercher la fraîcheur. C'est un système vraiment ingénieux. Très ingénieux, mais il a ses limites. Surtout quand on observe les conditions réelles du milieu de travail. Le chapitre 12 met en lumière un contexte très précis où cette mécanique s'enraye complètement. Le fameux point de rupture. Il est atteint lorsque le système est poussé au-delà de ses capacités. Et les manuels identifient une combinaison redoutable de 3 facteurs. Un effort physique soutenu et intense, Un environnement chaud et surtout humide. et une longue durée d'exposition sans répit. Faut vraiment insister sur le facteur de l'humidité, le document le souligne. Il est critique. Dans un air qui est déjà saturé en humidité, la sueur ne s'évapore pas. C'est logique, l'air ne peut plus absorber d'eau, Donc la sueur coule sur la peau sans produire l'effet de refroidissement. ce qui rend la première ligne de défense pratiquement inutile. Le corps transpire à grosses gouttes, dépense une énergie folle, mais la température interne refuse de baisser. Pour se représenter la chose sur le terrain, prenons l'exemple d'un travailleur sur un chantier de construction. En plein mois de juillet, Il porte des bottes de sécurité lourdes, un casque qui retient la chaleur, des vêtements de protection épais, ou bien pensons à une personne qui fait de la manutention lourde dans une usine métallurgique. sans climatisation, avec des fours qui tournent à plein régime. La chaleur s'accumule, le corps transpire sans arrêt pour essayer de compenser. Et c'est là qu'on bascule, comment cette simple perte d'eau se transforme en urgence médicale. La réaction en chaîne s'amorce de manière très pernicieuse selon la CNSST. En transpirant abondamment, le corps subit une perte massive d'eau. Mais pas seulement de l'eau, très rapidement, une déshydratation sévère. L'effet direct de ça, c'est que le volume total de sang circulant diminue. C'est un peu comme si le niveau d'huile baissait drastiquement dans un moteur en pleine surchauffe. Ça, c'est une excellente image. Cette baisse de volume sanguin provoque une hypotension. Une chute de la tension artérielle. Et là, l'effet domino s'accélère. Le manque d'eau et d'électrolytes déclenche d'abord de douloureuses crampes musculaires. Puis le cœur réalise que la pression baisse, Alors, il se met à battre de plus en plus vite, frénétiquement. pour tenter de faire circuler le peu de sang restant vers les organes vitaux et la peau. Si rien ne vient interrompre ce cycle, la personne glisse inévitablement vers un état d'épuisement profond. C'est l'antichambre du véritable coup de chaleur. Et ça illustre à quel point il est crucial de prêter attention aux tout premiers signaux. Que ce soit sur un chantier, lors d'une compétition sportive ou même en faisant du gros jardinage en canicule. Le manuel de la CNST met vraiment l'accent sur la prévention de base. Des choses qui semblent couler de source, mais qu'on oublie dans le feu de l'action. S'imposer des périodes de repos régulières à l'ombre, Et s'hydrater continuellement pour devancer les pertes en eau. sans attendre d'avoir soif. Ça, c'est la règle d'or. Mais posons-nous la question des symptômes. Le système lâche. À quoi ça ressemble de l'extérieur? Si un travailleur voit un collègue en difficulté, quels sont les drapeaux rouges? Les chapitres 12 divisent cette détérioration en 2 phases cliniques bien distinctes. Qui forment la ligne de bascule vers le danger de mort. La phase 1, c'est l'épuisement par la chaleur. Les drapeaux rouges incluent l'apparition de crampes musculaires prononcées. On observe une transpiration particulièrement excessive. La personne est trempée. La peau devient anormalement pâle, chaude au toucher et très moite. La respiration s'accélère. La personne va se plaindre de nausées, elle peut vomir, avoir des étourdissements. Et présenter les premiers signes d'une altération de conscience, comme de la confusion. Ce tableau clinique indique que le corps mène un combat acharné. Et le détail de la transpiration excessive est fascinant. Tant qu'il y a de la sueur, ça veut dire que la machine lutte encore. Le thermostat tente d'inverser la tendance en pompant des litres vers la surface. Le système est au bord du gouffre, mais il est actif. Sauf que si ce stade n'est pas pris en charge immédiatement, Par un arrêt de l'effort et une réhydratation. voilà. Alors la détérioration se poursuit vers la phase 2, Le redoutable coup de chaleur. ou l'hyperthermie d'effort dans le jargon médical. C'est le point de non-retour. Le mécanisme de thermorégulation s'effondre dans sa totalité. Le cerveau, lui-même en surchauffe, n'arrive plus à envoyer les bonnes commandes. La température interne échappe à tout contrôle. Elle s'envole vers des niveaux mortels pour les cellules. Et c'est ici que ça devient vraiment intéressant pour notre analyse. Parce que c'est super contre-intuitif. On a tous cette image de la personne en détresse ruisselante de sueur. La chemise complètement trempée. Pourtant, lors du basculement vers le coup de chaleur, le manuel souligne un changement clinique radical. Une absence totale de transpiration. C'est fou, hein? La peau devient extrêmement chaude, oui, mais complètement sèche. Le corps n'a tout simplement plus une seule goutte d'eau à sacrifier. Ou alors, le centre de commande neurologique est tellement court-circuité par la fièvre qu'il a coupé les glandes sudoripares. L'arrêt soudain de la transpiration, c'est le détail clinique le plus déterminant de tout le protocole. C'est l'alarme d'un danger de mort imminent.
En plus de cette peau sèche et brûlante, la CNEST documente d'autres signes critiques. La respiration devient très rapide et superficielle, Le pouls est extrêmement rapide, et souvent faible. ça témoigne de la détresse cardiaque. Et surtout, il y a une dysfonction majeure du système nerveux central. L'altération de l'état de conscience devient sévère, La personne peut sombrer dans la confusion totale, devenir agressive. tomber dans le coma ou faire de violentes convulsions. Là, l'urgence est absolue. La température interne doit être abaissée sur le champ. Sinon, ça engendre la destruction irréversible des organes internes. Et le décès rapide. Le thermostat est cassé en 1000 morceaux, la machine brûle de l'intérieur. Face à cette catastrophe, le manuel déploie l'artillerie lourde. Le fameux protocole médical 12, Le but absolu de ce protocole tient en une directive implacable. abaisser la température le plus rapidement possible. C'est une véritable course contre la montre, avant que le cerveau ou le foie ne subissent des dommages permanents. Alors, quelle est l'approche médicale recommandée sur le terrain? Sur le plan physiologique pur, la méthode idéale, c'est l'immersion totale du corps dans l'eau froide, Jusqu'au niveau du cou. embrassant l'eau en permanence, jusqu'à ce que les symptômes neurologiques disparaissent. C'est la façon la plus agressive de dissiper la chaleur profonde. Mais bon, imaginons la scène dans la vraie vie, Mais oui, on se trouve sur l'asphalte brûlant d'une autoroute en réflexion. À midi, ou sur le toit d'un édifice commercial. on ne va pas magiquement sortir une baignoire remplie de glace de la boîte à outils. C'est clair, le défi logistique frôle l'absurde dans 99% des milieux de travail. Et c'est là que le manuel de la CNSST brille par son pragmatisme. Il est très ancré dans la réalité rugueuse du terrain. Il propose une méthode de refroidissement actif alternative quand l'immersion est impossible. La force de ce manuel, c'est de fournir des outils réalistes aux secouristes. Si la baignoire d'eau glacée est hors de portée, quelle est la séquence stricte à appliquer? La première étape, universelle en secourisme, c'est de sécuriser les lieux. Pour éviter un suraccident et se protéger. Ensuite, il est impératif d'évaluer l'état de conscience de la victime. C'est là qu'intervient le fameux principe de l'EBC. L'ouverture des voies respiratoires, la respiration et la circulation sanguine. Et simultanément, alerter sans délai les urgences. Le 911. Parce que le refroidissement sur le terrain ne remplace en aucun cas l'hôpital. Une fois que les secours sont en route, l'action directe va différer selon un critère fondamental. La personne est-elle encore consciente ou non? Commençons par une personne consciente. Le manuel liste des actions précises. La déplacer vers un endroit frais, à l'ombre, ou dans un véhicule climatisé. La dévêtir en enlevant tous les vêtements surplus, les équipements lourds. Puis on démarre le refroidissement avec les moyens du bord. Des blocs réfrigérants tirés de la glacière des employés, Des serviettes trempées dans l'eau froide, des compresses instantanées. ou même l'arroser avec un tuyau. Et pour l'hydratation, le manuel précise qu'on peut lui donner de l'eau. Mais avec une mise en garde très claire, faut la faire boire en petite quantité. Pourquoi de petites quantités alors qu'elle est déshydratée? L'instinct dirait de lui faire boire une bouteille entière d'un coup. Cet instinct serait dangereux. Ah oui, Donner beaucoup d'eau d'un coup à un organisme en état de choc, avec un système digestif perturbé, ça va provoquer des vomissements. et la personne est déjà épuisée. Vomir aggraverait sa perte de fluide. Sans compter le risque d'étouffement, d'où les petites gorgées. Maintenant, la donne change dramatiquement si la victime est inconsciente. La règle d'or, catégorique, c'est de ne rien administrer par la bouche. Aucun liquide. Le réflexe de déglutition est absent. L'eau irait directement dans les poumons. Noyade interne garantie. Il faut la placer en position latérale de sécurité. La PLS. Cette manœuvre permet de maintenir les voies respiratoires ouvertes. Et si des vomissements surviennent, les fluides s'écouleront vers l'extérieur. Mais il y a une exception très spécifique à cette règle de la PLS, dans le manuel. Imaginons un travailleur sur un échafaudage. Il fait un coup de chaleur, perd connaissance et chute. S'il y a eu un impact physique, un traumatisme potentiel, Notamment à la tête, au cou ou à la colonne. la consigne de la PLS est annulée. Le manuel stipule clairement qu'il faut laisser la personne dans la position exacte où elle a été trouvée. Le risque de sectionner la moelle épinière ou d'aggraver une fracture cervicale supplante tout le reste. Le secouriste doit appliquer les techniques de refroidissement actif tout en garantissant le maintien de l'axe tête, cou, tronc. En parlant des techniques de refroidissement, l'analyse détaillée révèle une consigne d'application super stratégique. On ne pose pas de la glace au hasard sur le ventre ou sur le front. Le protocole demande de cibler des zones bien particulières. Et cette instruction est encadrée par un avertissement très explicite en gras dans le texte. L'avertissement dit « Attention, dignité ». Où doit-on appliquer ce froid alors? Sous les aisselles, le niveau axillaire et dans le creux de l'aine, le niveau inguinal. La logique est purement anatomique. À ces endroits, des vaisseaux sanguins de très gros calibre transitent très près de la surface de la peau.
L'artère axillaire et l'artère fémorale. En appliquant du froid intense directement sur ces zones de circulation massive, On refroidit le sang lui-même à son passage, ce sang refroidi va ensuite voyager à travers tout l'organisme. faisant chuter la température centrale interne de manière super rapide et performante. C'est brillant, mais cet ajout de la mention « attention, dignité » apporte une dimension humaine profonde au manuel technique. On imagine la scène, en plein milieu d'une usine bondée. L'urgence commande d'agir vite, de retirer une partie des vêtements du collègue et de placer de la glace près de zones très intimes comme l'aine. Cet avertissement rappelle formellement aux secouristes que la personne inconsciente reste un individu vulnérable. Qui a droit au respect. C'est un équilibre délicat entre l'urgence clinique et la pudeur. On applique les soins vitaux, mais on crée un écran, on protège l'intimité. Cette instruction incarne remarquablement la philosophie de la chaîne d'intervention de la CNSST. Le secouriste en milieu de travail n'est pas censé remplacer un urgentiste. Son matériel est rudimentaire. Mais par sa vigilance et la maîtrise de ce protocole rigoureux, il devient l'élément déclencheur de la survie. Il sécurise, il décode les signes cliniques, il déclenche l'alerte. Et par ses actions immédiates, il empêche la destruction des cellules neurologiques en attendant l'ambulance. Alors qu'est-ce qu'on retient de cette plongée vertigineuse dans le chapitre 12 ? Si on assemble les pièces, le message central, c'est un appel à la plus grande humilité face à la chaleur. C'est un danger sournois. Il faut apprendre à déceler cet arrêt soudain et contre-intuitif de la transpiration. Le véritable signal d'alarme, la capitulation du corps. Et la réponse doit être fulgurante. Un refroidissement ciblé, tout en veillant au respect de la dignité. Ça responsabilise chaque individu sur son lieu de travail. La maîtrise de ces informations métamorphose un travailleur de simple témoin passif à acteur décisif de la réanimation. Le premier maillon indispensable de la chaîne de survie. Sans ce maillon, les chances de survie neurologique s'effondrent. Ce manuel, ce ne sont pas de simples conseils de vie. C'est un vrai instrument de sauvetage. C'est fascinant de voir à quel point ce fragile thermostat interne peut se disloquer si brutalement. Sous le poids cumulé de l'effort et de la chaleur ambiante. Et ça m'amène à une réflexion finale, pour ceux qui nous écoutent. Ah oui, laquelle ? Quand on met cette fragilité biologique en perspective avec l'intensification évidente des vagues de chaleur mondiales, une grande question se pose. Sur l'avenir de nos conditions de travail. Exactement. Les normes sociétales actuelles tiendront-elles le choc ? Ne sera-t-il pas impératif, dans les décennies à venir, de restructurer radicalement les horaires de travail de certains secteurs ? C'est une excellente question. L'industrie de la construction, les travaux agricoles ou l'asphaltage routier devront-ils basculer vers des horaires de nuit ou de très petits matins ? Pour empêcher que ces interventions d'extrême urgence, décrites dans le protocole 12, ne deviennent une effroyable banalité. C'est une interrogation de fond sur l'adaptation de notre société, directement dictée par l'inflexibilité de notre propre biologie. Une belle piste de réflexion. Il est temps de refermer les pages de ce manuel pour aujourd'hui. Un immense merci à notre auditoire d'avoir partagé cette réflexion et cette analyse approfondie avec nous. Prenez soin de vous, restez à l'écoute de ces signaux vitaux lors des grandes chaleurs et à très bientôt pour une nouvelle exploration. Les informations présentées dans cet épisode sont offertes à titre informatif et pédagogique seulement. Ce balado ne remplace pas une formation officielle en secourisme en milieu de travail, reconnue par les autorités compétentes. Pour obtenir une certification valide, il est essentiel de suivre un cours accrédité auprès d'un organisme reconnu. Le contenu de ces épisodes est élaboré avec soin, en s'appuyant sur les standards actuels du secourisme et produit avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Malgré toute l'attention portée à l'exactitude des informations, certaines imprécisions peuvent survenir. Ce balado ne constitue pas un document officiel reconnu par la CNESST ni par des organisations telles que Cœur et AVC, la Croix-Rouge ou toute autre autorité réglementaire. Notre objectif est simple, vous aider à réfléchir, réviser et approfondir vos connaissances en secourisme dans un format accessible et complémentaire à votre formation. Merci d'être à l'écoute et surtout, continuez à vous former.